Invité du journal, deux experts, l'un du monde arabe et l'autre des questions de contre-terrorisme. Didier Leroy, expert à l'École royale militaire, bonsoir. Bonsoir. Et Claude Moniquet, bonsoir Claude. Bonsoir. Alors revenons d'abord un instant sur la traque qui est toujours en cours ce soir, à l'heure où on parle, en Picardie. Les forces du GIGN et du RAID qui se mobilisent ensemble pour essayer de retrouver les deux tueurs de Charlie Hebdo. Claude Moniquet, finalement, ce scénario est un scénario extrêmement difficile parce que la nuit est tombée sur ces campagnes de Picardie. C'est le scénario catastrophe pour une traque. On est en pleine nuit, donc ça limite déjà l'utilisation des moyens aériens. Les hélicoptères ne sont plus utiles. La zone à contrôler est très vaste, elle est boisée, avec de l'habitat disséminé, des petits villages, et on n'est même plus vraiment sûr qu'ils soient dans cette zone. Il est tout à fait possible qu'après avoir abandonné leur véhicule après le braquage de la station-service, les deux auteurs se soient emparés d'un nouveau véhicule et que, contrairement à hier, ils n'aient pas libéré immédiatement le chauffeur, le propriétaire. Ils sont peut-être à 200 km. Il est probable qu'ils sont encore sur place, mais on n'a aucune certitude. Aucune certitude. Ils pourraient éventuellement également, tactiquement, se séparer, ces deux frères. Ils pourraient se séparer. Honnêtement, j'y crois moins parce que ce sont des gamins qui ont... Enfin, plus des gamins, ils ont 30 ans. 32 et 34 ans. Ce sont des jeunes qui ont agi ensemble dès le départ, il y a 10 ans. Ce sont deux frères et deux personnes qui savent qu'ils sont sur une voie sans issue. Psychologiquement, je les vois assez mal se séparer. C'est votre avis aussi, Didier Leroy? Je partage l'analyse de M. Communiqué. Deux frères qui resteraient soudés jusqu'à la fin des opérations? Probablement que l'un est plus dépendant de l'autre, en l'occurrence par le fait du passage en prison, justement d'un des deux frères, qui est un des éléments récurrents qui se retrouve dans la trajectoire de ce genre d'électrons libres, qui encore une fois est très minoritaire. On parle vraiment d'individus qui représentent une ultra-minorité des communautés dont ils émanent, et qui sont en général déjà eux-mêmes dans un processus d'auto-marginalisation au sein de leur communauté au préalable, en rejetant les valeurs traditionnellement transmises dans le cadre de la cellule familiale, et aussi en décalage par rapport à ce qui est enseigné dans les mosquées de quartier, les mosquées officielles. Alors vous le faites bien de le dire, c'est une ultra-minorité de cette communauté qui s'est radicalisée, si je puis dire. Tout de même, vu le mode opératoire des événements au siège de Charlie Hebdo, Claude Moniquet, on parlait hier de terroristes très bien entraînés. On a l'impression que c'est plus tout à fait le cas au fil et au vu des événements. J'en suis pas sûr. Il est manifeste quand on voit le modus operandi, quand on revoit les images, que l'action est très bien préparée et très bien exécutée. Après, il y a effectivement ce qui semble être des cafouillages, comme la carte d'identité. Mais il faut bien lire les événements. Cette carte d'identité qu'ils ont abandonnée dans leur véhicule. Qui permet l'identification. Il faut bien lire l'événement. On n'est pas en face de criminels classiques. On n'est pas en face d'un criminel qui dit « je veux survivre, me cacher, profiter des biens que j'ai volés et continuer à être un délinquant ». On est en face de gens qui se voient comme des guerriers, qui savent que la voie est sans issue. Donc fondamentalement, on peut même penser il aurait pu laisser la carte, une sorte de revendication. C'est moi qui ai réussi cet attentat. Mais au minimum, je pense que ça ne les dérange pas d'être identifiés, parce qu'ils savent que de toute façon, l'issue est proche et fatale. Didier Leroy, on parlait d'une ultra-minorité. Ce type de profil de jeunes Français attirés par les thèses djihadistes et qui se sont parfois envolés vers la Syrie ou vers l'Irak, il y en a malheureusement plusieurs centaines. On parle de 1000 jeunes Français qui ont transité par la Syrie et l'Irak. Le phénomène n'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est depuis le début de ce conflit contre l'État islamique que le phénomène a pris une telle ampleur, malheureusement. Donc 1000 jeunes Français, plusieurs centaines peut-être en Belgique également. Est-ce qu'on peut redouter que ces jeunes arrivent en Belgique? On n'est jamais qu'à quelques centaines de kilomètres de chez nous, là, ce soir, en Picardie. Alors, il est clair que si ces deux-là arrivent en Belgique, là, on pourra parler réellement d'un échec des forces de l'ordre en France. Je n'ose pas l'imaginer. Ce qu'il y a, cela étant, c'est que même si cela n'arrive pas en Belgique, il est clair que la Belgique, comme l'Angleterre, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc., est à la merci d'un attentat de ce type à n'importe quel moment. Brièvement, 88 000 policiers et militaires mobilisés sur le territoire français, c'est tout de même du jamais vu dans ce genre d'opération, Didier Leroy. C'est du jamais vu, et je rejoins l'analyse de M. Moniquet pour dire qu'en principe, cette traque ne pourrait pas s'éterniser, vu les moyens déployés. Pour vous, elle devrait s'achever dans les heures qui viennent? Si elle ne s'achève pas dans les heures qui viennent, ça posera de graves questions sur la manière dont l'organisation a été faite, sur la coordination des moyens et sur l'importance et la dispersion des moyens sur le terrain. Et s'achever comment? À la façon dont l'affaire Mohamed Merah s'est achevée, dans le sang? Je pense qu'il est assez peu probable que ces gens soient pris vivants.
Et donc ça pourrait faire des victimes collatérales. C'est pour ça qu'ils ne seront peut-être pas pris vivants. Il y a trois impératifs. Les arrêter le plus vite possible, bien sûr. Deuxièmement, protéger les civils si des civils sont sur les lieux. Et troisièmement, bien entendu, protéger les personnels engagés. Les policiers du RAID, les policiers du GIGN, les gendarmes du GIGN doivent rentrer chez eux le soir et voir leur famille. On ne peut pas mettre la vie de policiers en danger pour capturer des terroristes qui ne veulent pas se laisser capturer. Claude Moniquet, Didier Leroy, merci à vous pour votre analyse.